Merci à Interphone d'être partenaire de cette 3e saison du podcast des entrepreneurs inspirants. Interphone, l'opérateur télécom 100% dédié aux entreprises. Nous, la recherche a été de trouver une niche dans un milieu hyper saturé avec une vision différente des choses. Donc, le constat était que la frite n'avançait pas, le monde de la frite en tout cas n'avançait plus, et qu'avec notre vision qui n'avait rien à voir avec ce monde-là, on pouvait peut-être faire quelque chose et le professionnaliser. Bonjour et bienvenue sur le podcast des entrepreneurs inspirants. Chaque épisode vous offre un aperçu de l'histoire d'un ou d'une entrepreneur qui éclaire et inspire à travers sa vision et son parcours. Aujourd'hui, c'est un véritable plaisir d'accueillir Julien Abras, cofondateur de Frites à Papa. Je suis Geoffroy Josquin et je suis impatient de vous faire découvrir cette histoire inspirante. Bonjour Julien, comment vas-tu ? Ça va très bien Geoffroy, merci pour ton invitation. Pour commencer, pourrais-tu partager avec nous un peu sur toi-même et sur ce que tu fais actuellement ? Et y compris Frites à Papa et la grande aventure de Frites à Papa. Et voilà, je m'appelle Julien Abras, j'ai 29 ans, mais ça fait longtemps, non, j'ai 33 ans. Et effectivement, je suis le cofondateur de Frites à Papa, je suis également CIO pour le coup. Aujourd'hui, on a une tâche bien spécifique, Pierre et moi. Donc Pierre, c'est mon associé qui est fondateur également. C'est-à-dire moi, je suis plus dans la partie opérationnelle, gestion des rentabilités, des grilles horaires et des équipes. Et lui est plus dans la partie administrative et gestion pure et dure de la société. Donc ça, c'est notre job all day, quoi. Ok, est-ce que tu peux nous emmener un peu au travers des moments clés de l'aventure entrepreneuriale depuis l'idée jusqu'à aujourd'hui ? Alors c'est vraiment une histoire, même une aventure. C'était absolument pas prévu. On a commencé une friterie comme un pari, sans pour autant vouloir en faire une chaîne par la suite. L'idée était surtout de base qu'on était des très bons consommateurs de frites. On aimait en voir beaucoup, des friteries différentes. Il y a des très bonnes friteries un peu dans toutes les régions en Belgique. Il y en a d'ailleurs 5000 en Belgique, donc il y a de quoi faire. Et finalement, on était d'accord sur un point, c'était que on devait généralement faire pas mal de kilomètres pour trouver une friterie qui nous convient réellement. On avait des attentes peut-être un peu spécifiques. Et on s'est toujours dit, tiens, un jour, est-ce qu'on prendrait pas le risque d'ouvrir notre propre point de vente ? Et puis, comme ça, on a un endroit beaucoup plus proche pour nous y manger. Pour votre propre consommation. Exactement. Mais non, ça, c'était pour la blague. Mais c'est vrai que c'est une idée qui nous plaisait beaucoup. On a vraiment tardé, on en a parlé beaucoup, on a fait mûrir un peu cette idée. Et puis, c'est courant 2015 qu'on a vraiment commencé à se plonger dedans. On a trouvé un bâtiment que Pierre louait déjà depuis un an comme bâtiment promotionnel où il affichait pas mal de pubs dessus. Donc en bordure de Charleroi, plutôt côté Marcinelle. Et on s'est dit maintenant, ça y est, il faut franchir le pas. Et donc on a ouvert notre premier point de vente, donc qui se trouve à la route de Philippeville à Marcinelle. C'était un top point de vente. On avait pas mal investi pour refaire complètement le bâtiment. Tout était prêt, même au niveau marketing, on était déjà pas mal avancé dans la digitalisation de notre point de vente. C'était pas mal fait, sauf qu'il y avait énormément de concurrence. Et on avait certainement le plus beau point de vente et la plus belle sélection de produits, mais on avait certainement la moins bonne équipe parce que personne ne savait faire de frites quand on a commencé. Donc ça a été un peu difficile au début. On a vraiment même à un moment failli arrêter parce que ça nous prenait énormément de temps. On avait toujours nos jobs respectifs, à savoir, Pierre, il était courtier en assurance crédit. Et moi, je travaillais dans la société familiale où on fume du saumon depuis 35 ans, donc rien à voir. Mais on devait cumuler les deux jobs. Et à un moment, ça devenait tellement compliqué qu'on a pensé à remettre le point de vente. Et puis, c'est finalement un jour, en allant voir Virginie, que tu as reçue aux entrepreneurs inspirants, enfin que tu vas recevoir dans la prochaine édition de Charleroi, qu'on a vu un panneau où il était noté « Votre commerce à l'aéroport de Charleroi ». Alors, pour être tout à fait franc, nous, on était à 2 doigts de déposer le bilan. On n'avait pas d'argent, on avait déjà du mal à rembourser les crédits travaux du point de vente alors qu'il était ouvert depuis 8 mois. Et je dis, je vais téléphoner, on ne sait jamais, peut-être que cette visibilité que l'aéroport pourrait nous apporter va nous faire décoller. C'est le cas de le dire dans un aéroport. Et donc, on s'est lancé dans l'aventure, on a participé à l'appel d'offres de la concession, qu'on a remporté quelques mois
quelques mois plus tard, et puis l'ouverture. Je te passe énormément d'aventures dans ce développement où ça n'a pas toujours été très simple, mais voilà, on est allé jusqu'au bout. Et le jour où on a ouvert à l'aéroport, ça nous a vraiment sorti la tête de l'eau et ça nous a renforcé dans l'idée que finalement, c'est ce qu'on voulait faire, développer des friteries. Et donc, aéroport en plus du premier point de vente. Oui, tout à fait. Mais c'est en fait, pendant pas mal de temps, c'est l'aéroport qui arrivait à faire sortir la tête de l'eau de notre entreprise. Et on faisait des caisses qu'on n'avait jamais vues, quoi, avec un tout petit point de vente, mais énormément de passages. À ce moment-là, il y a énormément d'engouement aussi autour de l'aéroport. Il y a beaucoup de développement en interne, donc énormément de va-et-vient. Je crois qu'il y avait une augmentation de près de 700 000 passagers sur 1 an et demi. Enfin, c'était énorme. Et on a un peu surfé sur la vague. Ça nous a fait beaucoup de bien. Effectivement, ça nous a apporté une vitrine et ça nous a permis par la suite de pouvoir grandir et puis de pouvoir passer la porte des fournisseurs et dire voilà, maintenant vous voulez être à l'aéroport, c'est par nous qu'il faut passer, donc on va commencer à négocier, quoi. Et là, vous êtes toujours 2 ou vous avez commencé à engager? Quand on a ouvert au début Frites à Papa Marcinelle, donc on avait 3 personnes et demie, je pense, et Pierre et moi qui venions, moi pendant le temps de midi, Pierre le soir, et puis moi je revenais après le soir et je l'aidais à filtrer les graisses, passer les huiles, parce que comme ça on n'avait pas à payer le personnel pour le faire, parce qu'en plus on était très lent, et donc ça prenait beaucoup de temps. Donc ouais, là on était à 5 tout compris. Aujourd'hui on est pratiquement 360 je crois sur le payroll, donc c'est beaucoup. On a fait beaucoup de choses nous deux au niveau de la gestion de la société, que ce soit au niveau des commandes, l'administratif, ce genre de choses, la RH, on faisait tout nous-mêmes. Aujourd'hui, on est quand même allé plus ou moins 10 au bureau pour la bonne gestion du groupe, et oui, ça nous aide pas mal. Et puis la croissance, alors, ça se passe comment? Non, ça se passe bien. Ça se passe bien, c'est une croissance un peu éclair. Donc on a commencé en janvier 2016. Aujourd'hui, on est en 2024, donc 8 ans plus tard, et on a nos 18 points de vente. Il y en a 2 voire 3 qui vont encore s'ouvrir cette année. Donc ça va faire 21, c'est quand même pas mal. On s'est donné pour objectif d'être à 25 pour 2025. 2025 révolue, hein, parce que sinon ça laisse encore peu de temps. C'est très chouette. C'est d'autant plus chouette que ça devient d'autant plus compliqué parce qu'on doit repenser notre modèle constamment. Notre manière également d'aborder tous les sujets, que ce soit l'aspect humain dans l'entreprise ou l'aspect développement, digitalisation et ce genre de choses. Donc c'est une remise en question tous les jours, mais c'est gai, c'est ce qui donne un peu de grain à moudre dans notre travail, c'est sympa. Et quand vous avez été orateur à l'événement, puisque tu parlais de Virginie, mais vous l'avez été aussi, je pense que ça a marqué les esprits quand tu as expliqué qu'au départ, vous aviez plus la visite des huissiers que des clients. Pendant très longtemps, on a gardé sur le dos nos factures de travaux. Donc on payait le personnel, on payait nos fournisseurs, mais c'est vrai que les travaux pour le point de vente, on a tardé à le faire. Les banques n'ont pas été très réceptives à notre... et ça, les banques, tu connais bien. Oui, tout à fait. N'ont pas été, en tout cas, peut-être justifiées. À ce moment-là, il y avait énormément de faillites dans l'Horeca, et voilà, donc elles étaient fort friables à ce niveau-là. Elles nous ont pas beaucoup aidés, donc on a dû trouver de notre côté, et on a mis vraiment, vraiment du temps à arriver, je vais dire, dans les normes pour ce point de vente-là. Mais c'est vrai que c'est une aventure où on a démarré comme les plus petits qui existent, à mon avis. Et aujourd'hui, je crois qu'on est la première enseigne de friterie en Belgique, donc quelques années plus tard. Donc ça nous permet aussi, on en reparle souvent, et ça nous remet aussi les pieds sur terre dans les investissements. C'est un bête exemple, mais des fois on se dit tiens, on achèterait bien tel type de frigo. Ouais, c'est bien, mais c'est 50% de plus du prix des autres, mais alors on va regarder plutôt ce qui se passe à côté. Et tu vois, c'est cette recherche qu'on devait faire auparavant de manière... constante pour ne pas dépasser nos budgets parce que tout était calculé au cent près parce qu'on n'avait pas le choix. Et aujourd'hui, ça nous aide parce qu'aujourd'hui, rien n'est laissé au hasard dans nos développements, quoi. Justement, tu parles de la croissance, du financement de la croissance. Mm-hmm. Aujourd'hui, comment ça fonctionne? Vous avez dû faire appel à des capitaux externes ou alors, vous avancez vous-même? C'est un mélange, c'est un bon mix. Mais c'est vrai qu'on est resté très longtemps sans support d'organismes financiers. Pour la petite histoire, pour l'aéroport de Charleroi, on a dû faire appel à un crowdlending du côté de Bruxelles parce que toutes les banques avaient dit non au projet. Alors que bon,
Un commerce dans un aéroport, c'est quand même assez sécure. Mais voilà, ça n'intéressait pas trop. D'ailleurs, même des organismes vraiment dédiés de la région de Charleroi préféraient investir dans des friteries du côté de Liège plutôt que chez nous. Donc c'est un peu évocateur quand même de ce moment-là. Et après, par la suite, quand on a commencé effectivement à grandir, on a pu s'entourer. On a fait rentrer 2 personnes dans l'actionnariat, qui étaient les anciens fondateurs de la société Père Olive. Ouais. Donc ils ont remis leurs affaires et ils sont un peu business angels, mais d'une manière très familiale et très sympa. Et le projet les a intéressés tout de suite. Et ils nous ont aidés et le fait de les avoir à nos côtés, ça nous a effectivement ouvert des portes. Et donc maintenant, oui, on travaille beaucoup avec les banques. Donc on est comme toutes les jeunes entreprises qui ont subi une croissance trop importante, hyper endettées. mais pour l'instant, ça leur fait pas trop peur, donc c'est qu'on travaille pas mal. Est-ce que tu as toujours eu un penchant pour l'entrepreneuriat depuis ton plus jeune âge ? Oui, toujours. Moi, j'ai jamais rien voulu. J'ai un parcours scolaire très, très compliqué. C'est-à-dire que j'ai terminé, somme toute, un parcours tout à fait normal. Mais j'ai jamais voulu faire d'études supérieures. Qui est tout contraire de Pierre, qui lui est sorti de Solvay, enfin un truc, moi pas du tout, quoi. Donc moi, je savais que je voulais travailler, d'abord dans la société familiale, où j'ai commencé comme ouvrier intérimaire pendant près de 2 ans, puis au commercial. Adjoint à ça, j'ai quand même fait pas mal de stages, j'ai fait pas mal de formations. Voilà, j'ai quand même essayé de compléter mon savoir pour continuellement évoluer. Mais j'ai toujours eu dans l'idée de me retrouver indépendant très rapidement. Donc j'ai eu des stations-service, j'ai ouvert une épicerie avec petite restauration, puis les frites, et puis je suis toujours dans la société familiale pour laquelle je suis toujours administrateur. Et donc, je me suis toujours senti âme d'indépendant. J'ai jamais voulu compter 1 heure. En fait, je crois que je suis un gars qui fonctionne à la passion. Tant que je suis passionné par ce que je fais, je peux faire n'importe quoi. Et le fait d'être indépendant me donne une totale liberté dans mes actes et dans ma manière de voir les choses. Une question qu'on pose souvent, c'est la réaction des proches par rapport à cette décision de l'entrepreneuriat. Toi, tu es issu d'une famille d'entrepreneurs, donc ça s'est fait naturellement, j'imagine. Ouais, ça s'est fait naturellement, bien que je pense que comme tous les parents, ils auraient peut-être préféré que je sois avocat ou médecin. Mais bon, voilà, moi, c'était pas mon truc. Mais effectivement, mon père est moi, je trouve, alors c'est peut-être un peu cucu de le dire, mais moi, c'est un modèle d'entrepreneur à mes yeux. Et je trouvais que sa dévotion dans son métier, qui était devenu même plus un métier, une passion, m'a toujours impressionné. Et je suis tombé vraiment dans ce bain-là. Et donc, oui, ça a été bien vu le jour où j'ai voulu me lancer, ça c'est clair. Sachant tout ce que tu sais aujourd'hui, si tu devais refaire différemment quelque chose, tu peux la penser zéro, de dire maintenant ce que je sais, est-ce que je changerais quelque chose ? Je me formerais plus sur les nouvelles technologies qui peuvent aujourd'hui amener une dimension tout autre à quelques métiers que ce soit et à quelques domaines que ce soit, dont celui celui qui me regarde, donc du fast-food. Sinon, je ne changerais pas mon parcours, malgré on a eu pas mal d'embûches, mais très honnêtement, non. Aujourd'hui, je ne changerais rien. C'est bien de pouvoir tirer cette conclusion-là. Tiens, l'association, on dit souvent c'est un peu comme un couple. Il y a des tempêtes, il y a des orages. Comment ça se passe entre vous ? Mais franchement, alors, je touche du bois, d'ailleurs ta table est en bois. Les gens qui nous écoutent ne le voient pas, mais elle l'est. J'ai pas aujourd'hui d'image concrète à donner sur un mauvais moment de mon association avec Pierre. C'est assez... ça peut paraître un peu dingue, parce qu'on a toujours entendu la meilleure association, c'est tout seul. Mais moi j'ai toujours pensé que dans 2 têtes, il y avait certainement plus que dans une. Alors, nous, on a été plus ou moins de la même famille pendant un moment, on est des amis depuis des années, on partage la même vision, on ne s'est jamais vraiment disputé. Des fois, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord, mais on s'est toujours donné la même vision pour Frita Papa. Et donc, finalement, on sait se remettre en question et dire, tiens, oui, finalement, pour la suite, c'est mieux. Et donc, il n'y a jamais eu de situation conflictuelle entre nous. On vit de la même manière. Ça, c'est peut-être important quand même de le signaler. Parce que, pour en connaître quelques-uns, je sais que certaines associations se complexifient parce qu'un dépense peut-être plus d'argent que l'autre, ou un autre n'a pas la même vie, ou ce genre de choses. Nous, on vit plus ou moins de la même manière, on a les mêmes bandes d'amis, je sais pas, c'est assez...
Non, c'est plutôt amical et c'est vraiment dans une dimension d'évoluer ensemble. C'est une histoire d'amitié avant une histoire d'associé. Oui, clairement. C'est un élément important aussi. Ouais, mais ça n'empêche pas que certains se disputent quand même au bout du compte. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'il faut se braquer. Je crois qu'il faut s'ouvrir à ce que pense la personne qui partage le même siège que toi et se dire finalement, peut-être qu'il n'a pas tort. Et c'est toujours une remise en question. D'ailleurs, moi, c'est mon fondamental. Ça, c'est le mien, c'est la remise en question, quoi. Quelles ont été les sources d'inspiration majeures pour toi en tant qu'entrepreneur, que ce soit une lecture, un mentor, une expérience? Alors, en lecture, il y a vraiment un livre qui a changé ma manière de voir les choses. C'est « La vie est une partie d'échecs » de Kasparov, où il a eu une étude autour de la manière dont l'humain se retrouve positionné stratégiquement dans sa vie de tous les jours. Moi, c'est vraiment un livre qui m'a appris à m'ouvrir plus facilement aux autres tout en sachant ce que je voulais faire à la fin. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a un peu drivé. Des mentors, je ne sais pas si on en a qu'un. Moi, je crois que j'ai eu plusieurs mentors sur ma carrière qui finalement n'est pas si vieille que ça. Hein. Donc voilà. Et, évidemment, je vais parler de mon père parce que c'était le premier entrepreneur que je connaissais. Mais j'en ai eu plusieurs. Je pourrais très bien dire également que mon associé, pour moi, est un mentor parce que il m'apporte des choses que moi, j'étais pas capable de donner. Et j'espère que c'est inversement la même chose. Donc, j'en ai eu plusieurs. Mais sinon, ce livre de Kasparov, c'est vraiment intéressant. Quel est l'accomplissement dont tu es le plus fier dans ton parcours aujourd'hui ? Très honnêtement, c'est pas spécialement le développement en nombre de points de vente, en chiffre d'affaires. Moi, c'est plutôt l'aspect humain. Aujourd'hui, on a fait grandir pas mal de personnes autour de nous qui le méritaient tout à fait et qui avaient des qualités pour. Des gens qui, à la base, étaient collaborateurs dans un de nos points de vente, donc un équipier de friterie, qui se retrouvent à des postes de district manager ou community manager ou ce genre de choses chez nous. Et ça, c'est un accomplissement pour moi. Parce qu'aujourd'hui, je suis reconnaissant de ce que j'ai et de ce que je peux créer, parce que j'ai énormément de gens qui travaillent à mes côtés pour qu'on y arrive. Et le fait de pouvoir amener d'autres perspectives à des collaborateurs, pour moi, ça, c'est un goal, quoi, vraiment. À l'inverse, face aux inévitables défis de l'entrepreneuriat, quel était le plus grand obstacle que tu aies rencontré et comment est-ce que tu as pu le transformer en opportunité ? Mais la recherche de capitaux, ça c'était le plus compliqué parce que pour en revenir à ça, on est dans une période où les banques étaient hyper friables vis-à-vis de l'Horeca. On nous a dit plusieurs fois, les gars, votre projet ça tient pas la route, des friteries il y en a trop, ça tiendra pas du tout, vous voulez faire trop gros, lancez-vous plutôt reprenez un petit container et travailler dedans, et puis on verra, et puis c'était toujours des on verra. Et ça nous a permis d'aller chercher des valeurs dans plein de choses autres que les banques, ça nous a en tout cas poussé à chercher des solutions sur des problématiques presque insoutenables. Ça nous a également permis de nous rendre compte aujourd'hui que dans un milieu hyper saturé qui est celui de la friterie en Belgique, en fait, il y a une niche, quoi. Il y a une niche, il suffit simplement il faut repenser le métier, amener de nouvelles choses. On a toujours eu pour objectif de professionnaliser le monde de la frite, qui était un monde ancestral, où rien ne bougeait. Et ça nous a vraiment drivé. Mais clairement, la recherche d'argent a été hyper difficile, mais ça nous a permis de contacter des crowdfunding, de rencontrer des gens hyper intéressants qui nous ont aussi obligés à repenser notre business model. Voilà, donc finalement, de ce problème d'argent qui, à mon avis, touche la plupart des entrepreneurs, ça nous a amené des réflexions. Et grâce à ces réflexions, aujourd'hui, notre business model tient la route, quoi. Donc une question que j'affectionne particulièrement puisque c'est un peu notre cœur de métier, mais donc on remarque aujourd'hui dans l'entrepreneuriat wallon en particulier que beaucoup d'entrepreneurs sont silencieux, un peu timides, contrairement aux entrepreneurs plus américains et autres où
ils s'affichent et ils n'ont pas peur de s'afficher. Quelle est ta vision, toi, par rapport à ça? Si tu as une idée, pourquoi est-ce qu'effectivement, de notre côté, il y a ce côté un peu plus discret, un peu plus humble, peut-être D'ailleurs, c'est un peu le cas, puisque avant, j'avoue, je connaissais votre enseigne, évidemment, mais on ne savait pas forcément qui était derrière cette enseigne-là. Oui, après, c'est vrai que ce côté anglo-saxon de finalement mettre quasiment plus en valeur l'entrepreneur plutôt que la société, on en voit de plus en plus, enfin ça commence à prendre un peu le pas. J'ai jamais été, moi je préfère que ma société fasse parler de moi et pas l'inverse, parce que j'estime que c'est ma valeur travail à moi et que d'abord c'est Frita Papa qui doit être sous les feux de la rampe. Moi j'en ai pas spécialement besoin. Par contre, je trouve qu'on a ce côté à minimiser sa place dans la société en tant qu'entrepreneur, en tout cas en région wallonne, je le vois beaucoup. C'est un peu vivons bien, vivons cachés. Alors qu'en Flandre, par exemple, on parle quand même pas mal des entrepreneurs, alors qu'on ne connaît peut-être même pas leur entreprise. Moi, j'avais entendu parler de Marc Cook pendant des années, je savais qui était ce gars. Je savais pas du tout que c'était Omega Pharma, quoi. Oui. Donc, pourtant, je l'ai vu dans tous les clubs de foot passer à la télévision tous les week-ends. Mais donc, moi, je suis pas pour, je suis pas contre. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a énormément, comme le dit un de mes collaborateurs d'ailleurs, il y a beaucoup de gonfleurs d'hélices. C'est-à-dire que quand tu les vois, tu as l'impression que ces gars sont à la tête d'une société énorme alors que pas du tout. Et ça, j'ai toujours trouvé ça un peu ridicule. Il y a également aujourd'hui toute une partie où il y a des formateurs au succès qui bondissent à tous les coins de rue, sur tous les réseaux et ce genre de choses. Et d'ailleurs, j'ai déjà été contacté par ce type de personnes et sans aucune prétention, je lui dis « Ok, mais qu'est-ce que tu as fait ?» Et puis il me dit « Mais moi, je fais des formations sur la réussite. » Je dis « Ben ouais, c'est super, mais il y a tellement de modèles de réussite différents d'une personne à l'autre. » Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve ça triste qu'il y ait de si belles boîtes et qu'on ne sache pas qui se trouve derrière. Alors que les deux peuvent se faire, et je suis convaincu que le fait d'apporter une visibilité par l'entrepreneur peut en donner justement une autre à la société. C'est un effet double, hein, Oui, tout à fait. L'un ne doit pas remplacer l'autre, c'est plutôt l'un et l'autre. Oui, tout à fait. C'est vraiment l'objectif. Est-ce que le regard de ton entourage a changé à partir du moment où tu as connu le succès? Le succès, déjà, je ne sais pas si je l'ai connu. Oui, en tout cas, on va dire quand ça a bien décollé, est-ce que tu as remarqué Non, pas spécialement, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, oui, je connaissais Frita Papa, mais je ne savais pas qui était derrière. Mais tu peux me croire, c'était ce qu'on recherchait en fait. Au départ, c'était un peu ce qu'on recherchait. Donc il y a énormément de gens, et c'était d'ailleurs très comique parce que ça m'arrivait d'aller faire des petits dépannages chez un de nos fournisseurs pour déposer à l'aéroport, etc. Et puis j'arrivais sur place et j'avais ma veste Frita Papa, et les gens venaient me trouver, ils me disaient « Mais toi, je sais, hein, ton patron, c'est le groupe Quick, je le sais, on m'a dit ça. Puis toi, ton patron, c'est les Chinois de Namur. Et puis toi, ton patron... » Et c'était assez comique. Et en plus, moi, j'adore parce que je rentre dans le jeu. Oui. Je m'amuse, je crée des histoires, quoi. Donc, c'était très gai. Mais non, mes proches, non, le regard de mes proches n'ont pas changé. Et puis, j'ai toujours été... et Pierre aussi, d'ailleurs, on a toujours été des personnes très discrètes et ça nous va très bien. Comment décrirais-tu ton style de leadership et son impact sur la culture de l'entreprise? Alors, et je vais parler, et encore une fois, je vais parler au nom de Pierre également, parce que c'est le même. On a vraiment un leadership plutôt participatif. Le but, évidemment, on donne une direction à prendre, ça c'est la nôtre, mais on fait participer tous les membres de l'équipe dans toutes les décisions, que ça soit au niveau RH, que ça soit au niveau développement, au niveau marketing. Il n'y a pas une seule question qui est prise dans son coin, et ça n'arrivera jamais. Parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis convaincu que dans 2 têtes, il y en a plus que dans une, et dans 10, il y en a encore plus. Et puis, c'est pas parce qu'on est les fondateurs de Frita Papa qu'on a la science infuse de comment ça doit tourner et des directions à prendre à tous les niveaux, pas du tout. On sait reconnaître qu'il y a des domaines pour lesquels on n'est pas spécialisé, c'est pour ça qu'on s'entoure. Et donc, je dirais plutôt participatif, ouais. Comment gères-tu l'équilibre entre tes engagements professionnels et tes intérêts personnels? Honnêtement, moi, j'arrive pas à comprendre les entrepreneurs qui arrivent à scinder les deux. Parce que je suis convaincu d'une chose, c'est que pour être entrepreneur, il faut être passionné. Quand on est passionné,
ça fait part intégrante de nous. Et aujourd'hui, il n'y a pas un jour où j'ai l'impression, même en étant en vacances, par exemple, que je ne travaille pas. Parce que je réfléchis à ce qui se passe tout le temps, j'envoie des mails, je dis tiens, une réflexion, tiens, quelque chose. Donc moi, j'ai jamais réussi à scinder. Donc ma vie professionnelle m'accompagne dans ma vie privée. Après, je ne suis pas quelqu'un d'étouffant, donc je ne passe pas sur l'oreiller 2 heures à expliquer à mon épouse ce qui se passe au niveau du calcul des rentabilités et des marges, parce que sinon, elle m'étranglerait dans mon sommeil. Mais très, très clairement, je ne peux, en tout cas pour ma part, scinder, ce n'est pas possible. J'y pense tout le temps parce que c'est une passion. Il y a des gens qui sont passionnés de voitures. J'en connais un, par exemple, qui est en face de moi, qui est passionné de bagnole. T'y penses la journée, des fois le soir, tu regardes un truc, t'y penses, t'aimes bien ça, comme les passionnés de football. Mais moi, en fait, j'aime beaucoup le football, j'aime beaucoup les voitures, mais Frita Papa, c'est un peu ma Madeleine de Proust, quoi. Donc j'y pense tout le temps. Et en dehors, justement, ton rôle d'entrepreneur, quelle passion ou quel hobby enrichissent ta vie, si tu en as? Ouais, j'en ai, mais j'en ai beaucoup. Déjà, un hobby qui, pour moi... qui fait aussi part intégrante de moi finalement, c'est ma vie de famille. Chez moi, ça peut faire partie de mes hobbies parce que ça me permet de respirer, même si je ne détache pas l'aspect Frita Papa de ma vie. Mais ça me permet de respirer. Puis je suis jeune papa, donc voilà, je consacre beaucoup de temps en dehors de mon travail à mon épouse, à ma famille et à ma petite fille. Sinon, j'aime beaucoup le football, j'en ai joué pendant des années. J'aime beaucoup les sports moteurs, ça c'est une réelle passion. Ça c'est vraiment un truc qui me permet de déstresser. Des fois je m'endors devant une course, mais finalement c'est que ça me va bien. Ça marche bien. Oui. Ouais, des fois c'est que ça marche bien. Donc je vais dire oui, j'aime le sport, j'en fais pas à outrance, mais j'en fais chaque semaine. Sport moteur, le football et puis surtout ma vie de famille. Comme tu le dis, vie de famille, jeune papa, est-ce qu'il y a eu un impact sur justement ton activité, ta productivité, le fait de devenir jeune papa, ou ça n'a pas eu d'impact du tout? Non, j'ai juste organisé ma vie différemment. Effectivement, le fait d'avoir un enfant, ça apporte, je sais pas si je peux dire ça, mais une charge, oui. C'est une charge psychologique, c'est une charge d'argent, c'est une charge de tout. J'ai juste organisé ma vie différemment. J'ai la chance d'avoir une épouse qui s'organise aussi beaucoup. Elle travaille peut-être même plus que moi finalement. Mais à deux, on fait une bonne team. Et donc, on arrive réellement à ce que cette vie de famille versus notre vie de boulot ne soit absolument pas impactée. Et quelles sont les valeurs fondamentales qui orientent ta démarche entrepreneuriale au quotidien? Je t'en ai déjà donné tout à l'heure pas mal. Hein. Bon, déjà, la passion, ça c'est sûr. Oui. Si tu n'es pas passionné, tu n'iras jamais jusqu'au bout des choses. Ça, c'est impossible. Je dirais la remise en question perpétuelle, que ça soit de soi-même et de son business plan, enfin de la manière dont on aborde la vie de sa société et son développement. Et puis, je dirais l'aspect humain, qui est une valeur, à ne pas oublier, parce que sans les gens autour de nous, on n'arriverait pas, je serais peut-être pas en face de toi, justement pour te parler de ceci, mais ouais, l'aspect humain. Quand tu parles de l'aspect humain, justement, la gestion du personnel, du recrutement, jusqu'à voilà, l'esprit d'entreprise, ouais. Comment est-ce que vous arrivez, est-ce que vous avez une croissance aussi au niveau, parce que tu parles de plusieurs centaines de personnes, donc comment est-ce qu'on arrive à la recruter, arriver à... Oh, mais ça, si tu as la formule magique pour y arriver facilement, je la prends tout de suite. Non, c'est très difficile. En plus, ce qui est très compliqué dans notre métier, c'est qu'il y a une réelle pénibilité, ce que je peux tout à fait concevoir. C'est pas toujours facile de rester derrière un comptoir où il fait chaud, où c'est des commandes redondantes, etc. Donc, c'est généralement à la base du personnel qui est là en attendant quelque chose d'autre, ce que je peux tout à fait comprendre. Ce qu'on a voulu faire avec Frita Papa, c'est également créer des atmosphères hyper agréables, un suivi vraiment très personnalisé. Chez nous, il n'y a pas de numéro, quoi. On connaît les équipes, moi je les vois souvent presque tous. Le reste de l'équipe du bureau aussi d'ailleurs, sont très présents dans les points de vente. Donc on connaît tout le monde. Aujourd'hui c'est faisable, peut-être que dans 5 ans ça ne le sera plus. Donc oui, c'est pas facile de recruter. Et puis c'est assez comique, mais nous d'une région à l'autre, on fait une recherche de CV, on en a 200 sur une heure, et puis de l'autre côté on en a 5 sur un mois. Donc on crée une base de données. On a engagé une personne aux ressources humaines, parce qu'avant on faisait tout, mais il y a une évolution tellement croissante des législations en termes de recrutement et ce genre de choses qu'on n'était plus capable de le faire nous-mêmes. Et donc ouais, c'est une recherche constante. Le but étant que chez nous ils soient contents de leur salaire.
ils sont au barème les plus hauts, on essaie de faire les choses correctement. Je sais que le coût de la vie est de plus en plus important. Avoir une maison, maintenant, c'est très difficile, ou un appartement. Donc, on voulait que les gens, chez nous, en tout cas tous les collaborateurs, soient contents et soient fiers de travailler pour Frites à Papa. Et dès qu'on peut investir dans quoi que ce soit pour les aider à vivre leur travail du mieux possible au jour le jour, on le fait. Et ça, ils le savent, ils sont au courant. Est-ce qu'il y a une citation ou une pensée qui t'inspire au quotidien dans ta vie ? Oui, et d'ailleurs je l'ai entendue hier et je pense qu'elle va changer ma vie. C'est le meilleur moyen de prévoir le futur, c'est de le créer. Pas mal. Je trouve aussi. Tu sais de qui c'est ? Peter Drucker. Peter Drucker. Donc comment envisages-tu l'évolution, parlons du futur, comment envisages-tu l'évolution du monde entrepreneurial et de ton secteur en particulier dans les 10 prochaines années ? Et comment est-ce que tu y places, tu vois, Frites à Papa ? Ok, déjà je pense qu'il va articuler les 10 prochaines années dans, à mon avis, tous les secteurs, et celui de l'Horeca aussi. C'est réellement tout ce qui est intelligence artificielle, blockchain et ce genre de choses. Je crois que ça va avoir un impact, mais énorme. Et il faut absolument qu'on se mette dans le train. Alors je dis pas que je suis pour de A à Z, ça me fait même des fois un peu peur, mais je suis convaincu que ça va porter réellement tous les business. Aujourd'hui, la plupart des gens dans les bureaux utilisent ChatGPT pour répondre à un mail, donc ils ne le réfléchissent plus eux-mêmes. Donc c'est déjà une base importante. Même dans la recherche de réflexion, ce sont réellement des outils. Il y a des sociétés aujourd'hui qui se sont bâties sur 5 minutes avec 3 modules de ChatGPT. Donc je suis convaincu que pour la suite, on va pouvoir faire de grandes choses. Et donc je crois que la place de Frites à Papa sera évidemment dans la digitalisation, également tout ce qui est développement artificiel. Et on va y travailler pour être dans les premiers. On a déjà fait pas mal de pas avec des applications, des algorithmes sur des commandes, des genres de choses. On a même en interne sur les calculs de stock, gestion des stocks, on a créé des outils qui nous appartiennent intégralement aujourd'hui et que d'autres n'utilisent pas, ça c'est convaincu. Et on va continuer à développer pour amener Frites à Papa dans le futur, avant le futur. Et j'ai un autre collaborateur qui me dit ça, enfin non, notre directeur général chez Frites à Papa qui me le dit toutes les semaines, dans la vie, il faut prendre l'avance sur l'avance. Et c'est la vérité. Et vous faites de la livraison ? Alors oui, mais via des plateformes comme Uber par exemple, Takeaway. Vous n'avez pas votre propre... On a essayé, mais c'était très complexe à gérer. Une flotte de véhicules qui grouillent à droite, à gauche, chez les clients. On a eu pas mal de voitures qui ont fortement souffert. Et donc on a arrêté et on passe plutôt par les plateformes. Ouais. Et parlons du futur aussi. La croissance, ça passe par une croissance interne ou peut-être une franchise ou quelque chose du genre ? On a justement un rendez-vous demain à ce sujet, mais ça fait déjà près de 6 mois qu'on le travaille. Comme toutes les sociétés qui ont commencé à zéro, aujourd'hui, de grandir de manière normale, c'est-à-dire via le cash flow de l'entreprise, ça devient de plus en plus difficile. En tout cas, de grandir aussi rapidement qu'on le souhaiterait. Et puis, il y a aussi l'aspect feeling de certaines régions, voire de certains pays. C'est déjà compliqué de ne pas se tromper quand on ouvre un point de vente à 500 mètres de chez nous pour savoir si est-ce que la rentabilité sera bonne, est-ce qu'il y aura assez de passages de clientèle. Et donc, très honnêtement, on pense s'ouvrir à ce monde de la franchise pour les régions qu'on ne peut pas maîtriser en interne. Et comment est-ce qu'on se fait inviter par la chanteuse Angèle pour distribuer des frites à ses fans ? Alors, ça c'est une longue histoire. C'est via un ami qui avait pas mal de liens dans une boîte de com. Il cherchait justement l'emblème fétiche de la Belgique pour suivre Angèle. Donc c'est la frite, c'était la frite, le chocolat ou la bière. La bière, je pense pas qu'elle en boit souvent. Et le chocolat, je crois qu'elle doit éviter. À mon avis, de temps en temps, une frite, ça passe. Et donc, voilà. Et à ce moment-là, on parlait beaucoup de nous, enfin, comme on essaye, en tout cas, sur les réseaux, d'être assez présent. Et via, on a pu avoir ce contact et la suivre sur plusieurs dates. Et honnêtement, c'était une super visibilité. C'était une super expérience aussi pour les équipes qui ont pu y participer. Ouais. L'impact, oui, était... Oui, on en a beaucoup parlé, que ça soit même dans les journaux, c'est même passé à la télé. Enfin, c'était vraiment un impact hyper positif pour Frites à Papa. J'espère qu'Angèle a aimé ses frites. Mais nous, c'était surtout l'aspect humain et les équipes qui ont pu la voir et participer carrément à la friterie derrière le stade à Paris. Enfin, c'était quelque chose d'exceptionnel.
Et donc, c'est des bons souvenirs pour eux. Ça a été une très belle visibilité pour nous. D'ailleurs, si tu connais Jamiroquai, son agent, quoi que ce soit, qui souhaiterait des frites, tu peux sans problème me passer l'info. Les équipes, vous n'y étiez pas alors? Si, on est passé, mais on ne travaillait pas derrière le comptoir. Oui, ça nous arrive moins souvent, de travailler derrière le comptoir. Et donc, pour terminer, une question issue des événements de cette année. Est-ce que tu peux partager avec nos auditeurs 3 fondamentaux de la réussite pour toi? Nous, la recherche a été de trouver une niche dans un milieu hyper saturé avec une vision différente des choses. Donc, nous, le constat était que la frite n'avançait pas, le monde de la frite en tout cas n'avançait plus, et qu'avec notre vision qui n'avait rien à voir avec ce monde-là, on pouvait peut-être faire quelque chose et le professionnaliser. Donc moi, je pense qu'un bon signe de réussite, c'est effectivement avoir un concept, s'y accrocher. Alors, soit avoir un père qui est bien vu dans les banques, ou en tout cas bien s'entendre avec les banquiers avec un super projet. Ça peut quand même accroître rapidement l'évolution. Non, mais c'est pour rire. Mais en tout cas, et la passion, et s'y donner à fond, et la remise en question, et ne pas avoir peur de se rendre compte que des fois, ses propres convictions ne sont peut-être pas adaptées au projet à la base, et que c'est pas parce qu'on le pense que c'est la vérité, et faire participer les autres, demander des avis, un maximum d'avis sur plein de choses. Des fois, on n'aime pas toujours tout entendre, mais pourtant ça fait du bien. Et parfois, on a peur de se faire voler une idée, alors que c'est pas le cas. Ouais, mais il faut voir à qui tu demandes. Effectivement, si tu mets une annonce dans le journal, c'est plus complexe, mais si tu demandes à de la famille, à des amis proches, des bons amis proches, un avis, je crois que très honnêtement, et c'est comique parce que c'est tout à fait parallèle à ce que je te disais tout à l'heure, moi c'est vraiment l'aspect dans plusieurs têtes, il n'y en a plus que dans une, ça j'en suis encore convaincu aujourd'hui. Et oui, donc avoir un projet, être certain de son projet, avoir la passion pour se battre parce que c'est jamais simple. Aujourd'hui, c'est devenu hyper complexe de se faire financer sans avoir une idée du siècle ou un nouveau vaccin Pfizer. C'est hyper complexe. Donc il faut se battre, il faut accepter que son business model à un moment doit évoluer, ou n'est peut-être pas le bon, ou il y a quelques changements à opérer. Voilà, donc être à l'écoute de tout ce qu'il y a de positif autour de soi et qui peuvent te permettre de grandir d'abord humainement, parce que je pense qu'on ne peut pas faire grandir une société si on ne se sent pas bien soi-même. Ça, c'est pas faisable. Et être ouvert à toutes ces opportunités. Un grand merci Julien pour ce partage. Chers auditeurs, nous vous remercions de nous avoir accordé votre temps. On se donne rendez-vous prochainement pour d'autres rencontres et d'autres doses d'inspiration. À très bientôt. Merci beaucoup Geoffroy et à la prochaine. Salut à tous, à bientôt.